Welcome friends! Les journées sans nuages, vous le savez, ça n'existe pas. Chaque journée apporte inévitablement son lot d'épreuves, petites ou grandes. Des épreuves qui nous ralentissent, qui nous affectent et parfois nous minent durablement. Des épreuves qui font obstacle à notre aspiration d'une vie plus heureuse et plus accomplie. Alors, à défaut de pouvoir les faire disparaître, est-il possible de les sublimer? Pour y répondre, j'ai fait appel à une sorte d'alchimiste des épreuves, Sarah Watson. Sarah est médecin-chercheur à l'Institut Curie où elle s'occupe de malades incurables. Derrière l'image d'un job dont la simple description me rend dépressif, j'ai découvert les secrets de ce médecin d'exception pour gérer la plus grande des épreuves, la mort. Dans cet épisode, vous allez apprendre comment on peut endiguer ces souffrances émotionnelles, comment on réussit à switcher entre deux tâches pour gagner en productivité, comment on développe son empathie sans tomber dans le surinvestissement affectif, comment une épreuve peut devenir la plus belle chose d'une vie, et plein d'autres trucs incroyables et passionnants. Un témoignage véritablement exceptionnel, à la fois joyeux et profond, pour vous aider à mener votre vie sabre au clair. Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast de Sabre Clair. Merci à toi, c'est un plaisir. Alors, tu bosses dans une partie de la médecine qui est pas forcément incroyablement familière à tout le monde. Est-ce que peut-être juste pour commencer, tu pourrais nous indiquer en quelques mots en quoi consiste ton boulot, à la fois sur la partie recherche et sur la partie clinique? Absolument. Donc moi je suis oncologue médical. Donc c'est un terme effectivement qu'on connaît pas forcément très bien. C'est une discipline qui est assez nouvelle dans le domaine de la médecine parce qu'auparavant on appelait ce genre de métier cancérologue. Aujourd'hui cancérologue ça veut plus dire grand-chose parce qu'on a de multiples modalités de traitement qui ont été développées et avec du coup des spécialistes de ces différentes modalités de traitement pour les traitements du cancer. Et donc moi en fait je suis une spécialiste des traitements médicamenteux du cancer. Donc c'est ça l'oncologie médicale, c'est prescrire des médicaments qui vont avoir pour but de soigner le cancer aux différents stades de la maladie, que ce soit au stade localisé pour augmenter la probabilité de guérison par rapport, par exemple, après une chirurgie, ou que ce soit dans des maladies avancées, donc des maladies métastatiques qui vont être traitées uniquement par des médicaments. Et donc moi, je suis spécialiste de la prescription des médicaments contre le cancer. En plus de ça, donc on a ensuite tous des sous-spécialités. On ne traite pas tous les types de cancers parce que ça c'est encore une fois, énormément développé au cours des dernières années. On a tous nos sous-spécialités. Donc moi, je suis spécialiste de maladies un petit peu rares qui s'appellent les sarcomes, qui sont des cancers qui peuvent toucher les gens à tout âge de la vie, hein, de l'enfance jusqu'à plus de 100 ans, et qui sont des maladies qui peuvent se développer un peu partout dans l'organisme, qui ne sont pas très bien connues. Et puis, je fais aussi également de l'oncologie digestive. Donc, je m'occupe des cancers qui se développent à partir de tout le tube digestif. Donc, les plus connus, c'est le pancréas, le côlon, l'estomac, mais un petit peu tout le tube digestif. Donc voilà. Ça, c'est sur le plan médical. Donc, sur le plan médical, mon activité, c'est une activité de consultation, de voir les patients, de prescrire des médicaments. Et puis, je fais aussi de la recherche, parce que l'oncologie, c'est donc une spécialité qui a énormément évolué au cours des dernières décennies, qui est absolument passionnante, avec plein de nouvelles modalités de traitement. On comprend de mieux en mieux la biologie du cancer. Et pour développer de nouveaux médicaments, on a besoin de comprendre la biologie du cancer. Donc, je travaille sur la biologie de ces cancers rares qui s'appellent les sarcomes. Et donc, j'ai aussi une activité de recherche au sein de l'Institut Curie. Donc, je travaille à l'Institut Curie à Paris, à la fois côté hôpital pour ma partie clinique et à la fois côté centre de recherche pour la partie plus biologie et génétique de ces cancers rares. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair. C'est très clair, merci beaucoup. Alors la particularité de ces sarcomes, c'est que en gros le taux de guérison il est globalement assez faible, c'est ça, je me trompe? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les sarcomes sont guéris, quand on peut les guérir, ils sont guéris par la chirurgie. Donc, il y a des patients qui sont guéris, et heureusement, il y en a un certain nombre, mais ces patients-là vont être surtout vus et pris en charge par les chirurgiens. À partir du moment où moi, je vais rencontrer des patients, le plus souvent, c'est dans des situations avancées. Je dirais que à peu près 80-90%, même plus, de mon activité concerne la prise en charge de maladies avancées, donc des maladies avancées ça veut dire des maladies qui ne sont pas opérables, ça veut dire des maladies dont on sait qu'on ne pourra pas les guérir. Et donc, l'objectif des traitements qu'on va proposer, ça va être un objectif d'amélioration des symptômes, d'augmentation de la durée de vie des patients, d'améliorer leur confort de vie, mais on sait qu'on ne va pas guérir les patients. Donc, effectivement, on fait essentiellement ce qu'on appelle de la prise en charge palliative. Alors, ce terme fait extrêmement peur, hein, parce que palliatif est souvent associé à un décès imminent, ce qui n'est pas du tout toujours le cas.
mais on sait que inéluctablement, effectivement, on guérira pas les patients et qu'on va, dans l'immense majorité des cas, les accompagner sur un temps qui est plus ou moins long, mais jusqu'au décès, quoi. Donc on s'occupe de maladies graves, c'est du suivi de maladies chroniques qui durent plus ou moins longtemps et dont on sait le plus souvent dès le début, dès la première consultation, comment ça se terminera. Ce qu'on ne sait pas à l'avance, c'est combien de temps l'aventure va durer et comment elle va se passer, mais voilà. D'accord, ok. Alors c'est effectivement le sujet sur lequel je voudrais qu'on revienne après, mais précisément, enfin l'une des raisons pour lesquelles ça m'intéressait de te recevoir, c'est que a priori t'étais pas prédestiné, c'est ça, pour aller. Alors je sais pas qui est prédestiné d'ailleurs pour aller sur ce genre de job, et c'est ce que je voudrais qu'on puisse creuser ensemble. Mais toi en particulier, c'était pas écrit que tu finirais là où tu es aujourd'hui. Ouais, absolument. Moi, je suis parisienne, je suis fille de prof d'anglais. Dans la famille, il n'y avait aucun scientifique. La première scientifique dans la famille, ça a été ma sœur, ma grande sœur, qui a fait des classes préparatoires aux grandes écoles, parce qu'en fait, mes parents étaient profs d'anglais, mais étaient profs d'anglais en classe prépa, dans des grands lycées parisiens, donc ils forment les futurs polytechniciens, normaliens, etc. Et donc, pour eux, surtout, il fallait pas devenir prof, il fallait faire des grandes écoles scientifiques, même si personne n'avait jamais fait ça dans la famille. Donc, c'est vrai que ma sœur a fait ça et s'en est très bien sortie. Et elle est ingénieure aujourd'hui. Et donc, je pense que initialement, moi, j'étais intéressée par plein de choses. J'ai toujours été une bonne élève à l'école et globalement, je rentrais dans les cases et je faisais ce qu'on me demandait de faire avec des notes qui étaient des bonnes notes un peu dans toutes les disciplines, sans avoir spécialement un truc qui me plaisait plus qu'un autre. J'étais ouverte. Euh, et, euh, et puis, donc, je pense qu'on était vraiment un peu formaté pour entrer dans ce moule de faire une classe préparatoire aux grandes écoles. Et puis, il y a eu plusieurs choses. La première chose, c'est déjà que j'adore le sport. Donc, moi, j'avais qu'une envie quand j'étais en troisième, en seconde, c'était de faire du tennis, de gagner Roland-Garros. Voilà, c'était ce que je voulais faire. Donc ça, c'était complètement inconcevable pour mes parents de partir dans ce type de projet. Et quelque part, je les remercie aujourd'hui parce que je pense que ça aurait été une catastrophe et que j'avais pas du tout ce qu'il fallait pour gagner Roland-Garros. Mais c'est autre chose. Donc voilà. Et puis la deuxième chose, c'est pour faire classe préparatoire, bah, il y a un format un petit peu un chemin un petit peu tout tracé avec des dossiers à préparer en terminale. Et puis il y a eu le hasard, c'est que bah, dans ma vie, j'ai rencontré la maladie personnellement et donc j'ai été malade en terminale, j'étais hospitalisée pendant plusieurs mois. Et donc, j'ai pas du tout pu préparer ces fameux dossiers de préparation aux grandes écoles. Mon année de terminale, ça a été une année complètement blanche, quoi, où j'ai quasiment pas été au lycée. J'ai passé mon bac à la session de rattrapage en septembre, un peu à l'arrache, en ayant un peu bossé quelques semaines avant de passer le bac. Et donc finalement, entre guillemets, la seule possibilité qui s'offrait à moi, c'était de faire la fac, parce que je pouvais m'inscrire en fac où je voulais. Et puis bah, j'ai eu cette illumination de me dire, bah voilà, j'ai été malade, la médecine m'a sauvée, je suis sortie de là, et donc maintenant je vais faire médecine, j'ai envie d'aider les gens. Et j'ai envie moi aussi de rendre service comme on a pu me rendre service. Et alors, Donc, voilà. à ce moment-là, quand tu étais en terminale, Roland Garros, les idées de Roland Garros, c'était déjà loin derrière, parce que tu as été loin quand même dans ton parcours de tenniswoman. Ouais, j'ai fait beaucoup de tennis. J'ai commencé à mettre une croix sur le tennis en première, en me disant que ça allait pas le faire et que de toute façon, il fallait que j'ai un projet professionnel qui soit plus sérieux entre guillemets. Et puis il fallait être réaliste. Enfin, je pense que en fait quelque part c'était un rêve, mais que j'avais pas du tout le niveau qu'il fallait à ce moment-là et que c'était déjà trop tard en fait. À 15 ans, j'étais pas assez bonne pour pouvoir prétendre à être à un niveau plus élevé, à un niveau professionnel. Donc je dirais que le deuil du tennis, en tout cas sur le plan professionnel, parce que je joue toujours au tennis et j'adore ça aujourd'hui et c'est un bonheur. Je l'ai fait en première. Et puis ensuite, après, c'était plus le choix d'un job, d'une formation, d'un boulot. Et puis finalement, je me suis portée sur la médecine. Et donc, coup Et sur coup, voilà.
coup sur coup, tu as eu deux coups de bambou dans la figure. Un en première où tu as réalisé que malgré le niveau des joueurs français, qui est pas incroyable a priori de ce que je connais, tu serais pas quand même au niveau. Et ça c'était le premier deuil. Et puis deuxième deuil, t'as cette maladie qui te frappe. Et puis tu te dis, mais en fait, mes espoirs de classe préparatoire, ça va être compliqué, quoi. Et en fait, il faut se dire que je l'ai pas du tout vécu comme un deuil, ce truc-là, ce qui m'arrive en terminale. Enfin, je pense qu'effectivement, ça a été une période personnellement extrêmement compliquée, mais pour autant, je me suis dit que j'allais en faire quelque chose, et que j'allais apprendre de cette expérience-là et pour faire quelque chose qui allait me rendre plus forte derrière. Et je crois vraiment que ça a été le cas parce que j'ai eu du temps du coup pour réfléchir à ce qui était important. Et en fait, je pense que c'est le meilleur truc qui me soit arrivé en terminale, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, je suis hyper heureuse dans mon métier de médecin et je pense qu'il y a pas de métier qui me correspond mieux aujourd'hui. Et je pense que j'aurais jamais eu cette satisfaction en tant qu'ingénieur ou en ayant fait classe préparatoire. Je pense que ça m'aurait beaucoup moins plu. Je l'aurais fait de façon un peu passive et contrainte parce que ça faisait partie de ce qu'on attendait de moi. Moi, je suis une bonne élève, je fais ce qu'on attend de moi. Et là, en fait, j'ai fait quelque chose que j'avais envie de faire. Et donc, ça a été probablement le truc qui m'a rendu le plus service. Ça a été finalement ce qui est arrivé en terminale. Et qu'aujourd'hui, rétrospectivement, je vis comme une chance. Et je pense que je serais pas la même personne aujourd'hui si ça m'était pas arrivé. Donc, Alors ça c'est excellent et c'est un des points sur lesquels je voulais venir parce que c'est vraiment dans le droit fil de ce que je cherche à creuser dans le cadre de ce podcast. C'est un peu comment mener sa vie, sabre clair, mais comment bien mener sa vie. Quels sont les indices qui nous permettent de savoir où aller et puis aussi comment rebondir parce que on n'est pas tous, enfin personne n'a une vie continue sans problème à un moment ou à un autre. Et donc, ce que tu évoques en psychologie moderne, c'est connu sous le terme de croissance post-traumatique. Alors, on connaît tous bien ce que les Américains appellent PTSD, donc les syndromes de stress post-traumatique. J'ai toujours du mal à le dire celui-là. Ce qu'on connaît moins bien, c'est qu'en fait, tu as l'exacte symétrie de celui-là en positif, qui est là, donc ce syndrome de croissance post-traumatique, qui effectivement désigne l'état d'esprit que toi tu viens de décrire et qui est celui des gens qui ont connu un moment un problème majeur ou en tout cas significatif dans leur vie et qui rebondissent après ça. Alors je fais un peu mon schtroumpf à lunettes 2 minutes, tu vois, sur le sur le sujet, mais il y a généralement, on observe, alors tout ça est très subjectif, on observe 5 critères qui permettent de dire, ouais, ok, la personne a tiré profit de cette souffrance ou de cet obstacle et est ressortie grandie de cet obstacle. C'est l'appréciation de la vie, c'est-à-dire qu'en fait, on goûte plus les choses de la vie après parce qu'on en a plus conscience. C'est un renforcement de la relation aux autres. C'est le fait de voir de nouvelles possibilités ou de nouvelles perspectives dans la vie. C'est une force morale personnelle également plus importante et puis éventuellement ça se traduit aussi par un changement spirituel ou en tout cas une plus grande importance de la spiritualité dans sa vie. Alors a priori t'avais à l'époque en tout cas le profil parfait de ces personnes chez qui on observe cette croissance post-traumatique, puisque alors ça touche, on estime entre un tiers, 50% des gens. C'est plutôt des femmes. Ça peut pas être des enfants de moins de 8 ans parce qu'ils n'ont pas suffisamment de recul pour voir les opportunités ou en tout cas les côtés positifs de la souffrance. C'est plutôt donc des adolescents ou des jeunes adultes. Et tu vas me confirmer si c'est ce qu'on se connaît pas suffisamment pour ça, mais c'est des gens qui ont à la base des traits de caractère assez ouverts, extravertis. Voilà. Tu te reconnais pas mal dans le portrait robot et dans la manière dont ça s'est. Dans les 5 points que tu dis, honnêtement, c'est assez lumineux la façon dont tu les dis parce que ça paraît théorique et en même temps c'est tellement vrai. Enfin, je veux dire, je me reconnais dans chacun des points que tu as dit. Je dirais que s'il fallait résumer en un seul terme, c'est qu'en fait quand on sort de ça, on se connaît beaucoup mieux et que finalement on arrive à relativiser aussi les choses et peut-être mieux à prendre des décisions pour la suite. Sachant que
là encore, c'est un autre sujet et on en parlera peut-être plus en détail après, mais je suis quelqu'un qui a toujours eu énormément de mal à prendre des décisions dans ma vie, à faire des choix, parce que je m'intéresse à plein de choses et que quand on m'offre plusieurs possibilités, je sais jamais laquelle prendre, j'aimerais tout prendre en fait. Et ça, c'est ça au resto, je suis incapable de choisir. C'est ça pour aller voir un film, c'est ça pour lire un bouquin, et c'est ça pour choisir un job. Donc c'est vraiment des difficultés. Et pour autant, des événements comme ça, derrière, bah, j'ai réussi à prendre une décision qui était une décision vraiment personnelle, qui a été influencée par personne, qui était une décision qui venait de moi. Et je pense que j'aurais pas pu le faire. Et cette décision, ça a été de se dire, bah ok, ma vie, je veux la consacrer à la médecine. Et donc, et ça, c'est quelque chose que je pense que j'aurais pas pu faire avant la maladie, avant d'avoir vécu tout ça. Donc je pense que ça m'a énormément apporté et je me reconnais beaucoup dans les différentes choses que tu dis. Après, euh, je je connaissais pas ce concept, mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais absolument. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu as des difficultés dans la vie, et notamment des difficultés un peu significatives quand même, tu as gardé cette capacité à voir le positif dans les épreuves, ou t'es comme tout le monde, enfin en tout cas comme moi, tu vois, c'est-à-dire qu'il dit oh putain ça fait chier quoi. J'aimerais bien, mais non, en fait, parce que j'imagine que c'est à certains moments. Je pense que c'est une question super difficile. Je pense que ça dépend des moments. Je pense que je suis comme tout le monde dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire que bah ça fait chier. On arrive quand même voilà, être contrarié sur des choses du quotidien et des choses, voilà, on est tout à fait comme les autres. Sur d'autres choses, je pense que sur d'autres choses au quotidien, ça a changé les choses, en particulier dans mon job, parce que je fais un job où je côtoie la maladie grave Mm. constamment. Et je pense qu'en fait, je suis allée chercher ça quelque part. J'ai vécu la maladie grave et j'ai voulu ensuite derrière la côtoyer. Et donc, je pense que quelque part aussi, ça m'a donné un calme par rapport à des situations difficiles. Je sais que je peux apporter quelque chose dans ces situations-là, et donc je dirais vraiment ça dépend des moments. Sur des choses du quotidien, je suis comme tout le monde, je pète les plombs, je m'énerve. Sur des choses potentiellement plus graves, je suis capable je pense, d'avoir beaucoup plus de calme. Et de pas m'affoler et d'arriver à apporter quelque chose. Et cette capacité, à ton sens, c'est quelque chose qu'on développe parce qu'on l'a expérimenté, ou est-ce que tu penses que ça peut s'enseigner, se transmettre? Alors, c'est très difficile. Je pense qu'il y a des choses en nous. Euh, Moi, je vois parce que dans mon métier d'oncologue, dans mon service, on est plusieurs dizaines de médecins et on fonctionne tous de façon très différente. On a tous des relations avec nos patients qui sont très différentes. Moi, je suis quelqu'un qui suis extrêmement proche de mes patients, probablement trop proche de mes patients. Euh, je suis très dans l'empathie, je suis très vraiment dans le relationnel, parce que j'estime que finalement, apprendre à prescrire des médicaments de chimiothérapie, ça n'importe qui peut le faire. Par contre, apprendre à prendre soin de quelqu'un, c'est là qu'on fait la différence. Je pense que l'intelligence artificielle un jour prescrira du chimio à notre place et qu'il n'y aura plus besoin d'oncologues médicaux pour décider des traitements. Ça fera ça beaucoup mieux que nous. Par contre, la relation à l'autre, je pense que c'est vraiment là-dedans qu'on fait la différence. Et je pense qu'on n'a pas tous les mêmes capacités par rapport à ça. Des capacités de base. Je dirais qu'on est tous différents, qu'on a tous des personnalités différentes et que il y a des gens qui de base sont plus empathiques que d'autres, qui sont plus proches que d'autres. Et puis je pense qu'il y a aussi la volonté de s'impliquer personnellement dans la relation. Euh, Moi, j'adore rencontrer des gens. J'adore parler avec des gens. Quand je suis en consultation, avant de voir un malade, je vois une personne que je rencontre. Et j'ai envie de savoir où ils habitent, ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leur hobby, avant de connaître leur cancer, quoi. À la limite, c'est plus important la personne que la maladie elle-même. Et donc ça, je pense que ça s'apprend pas forcément. Je pense que c'est des traits de caractère qu'on a en nous. J'adore les gens, quoi. Donc en fait, ça, je l'ai pas appris. Je pense que ça a toujours été comme ça. C'était un peu inné. Alors ouais, Ouais. c'est un de mes gros sujets, le caractère, parce que en fait, fondamentalement, je pense que ce qui fait la différence entre quelqu'un de successful ou de moins successful, c'est précisément le caractère. C'est-à-dire que tu peux apprendre plein de trucs à l'école, tu peux être très intelligent, si
t'es un gros connard et que t'as une capacité zéro, par exemple, à te faire du réseau ou à interagir avec les gens, ça va être quand même vachement plus compliqué pour toi. Et donc la question du caractère, pour moi, elle est fondamentale. C'est vraiment l'atout, l'actif le plus important. Alors là, t'as parlé, c'est une question, je sais pas si t'as de réponse, mais là t'as parlé d'un trait de caractère que tu possédais et que tu dis, je pense à très juste titre, qu'il est fondamental dans ton métier. Il y a peut-être d'autres traits de caractère que t'avais pas, qu'il t'a fallu quand même développer, que t'as réussi à développer. Ouais, alors je pense que pour l'oncologie, tu veux dire pour le job que je fais Ouais, aujourd'hui? ouais. Ouais. Euh, oui, absolument. Alors il y a quelque chose qui est difficile dans notre métier, c'est que quand on fait notre métier, la plupart de notre métier, c'est en consultation, hein. Donc je commence le matin, il est 8h30, je vais finir le soir, et dans la journée, je vais voir une vingtaine, une trentaine de patients, les uns à la suite des autres. Et donc il faut avec qui ont tous des histoires différentes, qui ont tous eux aussi leur caractère différent, et qui sont tous dans une attente différente de moi. Et donc il y a quelque chose qui est extrêmement difficile et que j'ai appris avec le temps et que je pense que je fais mieux aujourd'hui, mais que j'ai encore beaucoup de marge de manœuvre par rapport à ça, c'est de savoir s'adapter aux gens, savoir cerner ce qu'ils attendent. Et c'est pas toujours facile parce que on pourrait se dire les gens viennent voir l'oncologue, ils veulent qu'on leur donne un traitement qui va fonctionner et tout ça. En fait, il y a des gens, c'est pas du tout ça, ils vont attendre une présence. Il y en a d'autres qui vont attendre une technicité. Il y en a d'autres qui vont attendre des résultats. Il y en a d'autres qui vont. Ça va être extrêmement varié. Et donc, il faut savoir, toutes les 20 minutes, changer l'objectif, en fait, de chaque consultation. L'objectif est différent. Donc, ça nécessite vraiment une adaptabilité, je dirais, au niveau cérébral, hein, pour vraiment savoir switcher d'une histoire à l'autre. Et puis, savoir oublier ce qu'on a fait 20 minutes avant. Parce que des fois, on a des consultations qui sont très difficiles. On annonce des choses extrêmement difficiles où nous, en tant qu'être humain, moi, je sors affecté de la consultation. Et il faut que, au patient suivant, 5 minutes plus tard, je ne montre pas ça. Faut pas que je montre de faiblesse, faut pas que je montre que je suis que voilà, j'ai été affectée par la consultation précédente, et il faut que je change complètement de discours et potentiellement que j'ai un air enjoué, heureux. Voilà, donc ça nécessite une capacité, je dirais, de savoir passer d'un patient à un autre, de savoir passer d'une situation à une autre, et puis de savoir euh, mettre de côté des situations difficiles le plus vite possible. Alors des fois, on n'y arrive pas. Voilà, des fois on n'y arrive pas et je le sais parce que des fois je suis rentrée chez moi avec les problématiques du boulot et ça a duré bien plus longtemps que la soirée. Donc voilà, donc ça il y a des vraies compétences à avoir là-dessus, je dirais, pour déjà s'adapter aux patients et puis aussi se protéger dans un deuxième temps par rapport à la difficulté du job en lui-même, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a plein de jobs dans lesquels on est, enfin plein, il y a quand même, il y a pas mal de jobs dans lesquels on est confronté à la difficulté de pas rapporter des problèmes lourds à la maison. Enfin, ça peut être pompier, ça peut être gendarme, Bien effectivement, sûr. voilà. Et ça, c'est effectivement une vraie force. Mais dans ce que tu dis, moi, il y a un truc que j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien t'entendre plus. C'est justement cette capacité à switcher, parce que là, toi, tu l'évoques dans un contexte où il s'agit de switcher pour éviter d'empiler une forme de dépression de consultation après consultation, et puis d'être complètement concentré. Mais cette capacité, en fait, on en a tous besoin pour pouvoir augmenter notre productivité. Enfin, moi, je le vois en tant qu'entrepreneur. C'est passer d'un client, c'est passer à un autre, c'est passer d'une tâche de créativité à une tâche administrative ou autre. Et ça, moi, je dois dire que j'ai du mal, si tu veux, à être efficace dans la manière dont je switch. J'avais donc un enregistrement pour ce podcast avec un gars qui est à la fois chef d'entreprise, une grosse boîte de conseil, et qui est bodybuilder professionnel. Donc autant dire il a 5 enfants, donc il a des journées hyper remplies. Et lui, justement, dans les ingrédients du succès qu'il citait spontanément, c'était cette capacité à switcher, à être incroyablement focus directement, sans perdre de temps. Boum. Comment t'as développé ça? Et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'on peut l'entraîner? Enfin, Je pense que la capacité à switcher, elle est vraiment, elle est dépendante de plein de choses. Il y a des jours où on switch super bien, il y a des jours où on scotche complètement sur un truc qui va nous pourrir la journée parce qu'on va pas réussir à passer à autre chose.
Je pense que de toute façon, dans tous les jours, on est de plus en plus aujourd'hui, on nous demande de switcher en permanence. Ouais. Enfin, je veux dire, on a les mails de 15 sujets différents qu'on doit traiter en même temps. On a en même temps le job normal de la tâche qu'on attend de nous. On a les appels téléphoniques. On est constamment stimulé en fait de différentes manières. Et donc, on a quelque part déjà entraîné naturellement notre esprit à switcher. On passe notre temps à switcher. Enfin, je veux dire, on regarde notre téléphone en même temps qu'on regarde la télé, on bouquine en même temps, on est constamment en train de switcher. Et pour autant, ça peut être épuisant. Et je pense que c'est quelque chose qui est à la fois positif et à la fois qui peut être extrêmement fatigant et négatif. Il y a vraiment les deux aspects du switch. Euh, je dirais que je pense que le plus important, moi j'ai trouvé de la ressource dans des activités que je peux faire à certains moments qui me permettent de déconnecter complètement de ces situations-là, en particulier du boulot. Moi, c'est le sport et la lecture. C'est globalement les deux trucs que je fais où j'arrive à avoir euh, à sortir en fait du quotidien et à mettre mon cerveau au repos et puis ensuite à pouvoir me reconcentrer beaucoup plus facilement. Quand je vois que j'arrive pas à bosser, bah, je vais courir 1 heure et je reviens et là je suis capable de m'y remettre et d'être super focus sur ce que je vais faire. C'est-à-dire que pendant que tu Donc, cours, t'es pas là à macérer tes problèmes, les faire revenir. et ben ça dépend. Des fois si, mais n'empêche que après, ça va beaucoup mieux. Donc des fois, si, ça m'assert pendant que je cours et ça m'assert et voilà, mais finalement, je vais trouver une solution en courant ou au contraire, je vais pas du tout penser à ça. Je vais écouter un podcast ou je vais écouter un audiobook de philo ou je vais écouter un truc complètement qui va complètement me permettre de déconnecter et puis ensuite, je vais m'y remettre et ce sera beaucoup plus focus. Donc moi, c'est vraiment les deux choses qui sont importantes dans ma vie pour mon équilibre. C'est ça, c'est le sport. Je pense que le jour où on m'interdit complètement le sport, je vais avoir énormément de mal à fonctionner. Et puis la deuxième chose, c'est la lecture qui est hyper importante. Qui permet de t'évader également, quoi. Ouais, Ouais. ouais, et qui m'apaise en fait énormément. Donc ça, c'est les deux choses. Et puis après, il y a les moments avec les copains, quoi, qui Ouais. sont finalement, qui sont aussi indispensables. Je suis quelqu'un d'hyper social et j'adore aller boire des coups avec les copains. Et donc ça aussi, j'aurais du mal à en passer, quoi. Donc, Alors moi, je te rejoins pas mal. Alors sur les coups à boire, évidemment, mais euh, moi, il m'a fallu un petit peu de temps pour trouver ces activités qui me permettent de décrocher. Alors les enjeux sont pas du tout les mêmes, hein. Pour moi, ils sont beaucoup moins. Enfin voilà, la pression est pas du tout la même. Mais moi, je vais dans mon atelier, je vais faire un peu de menuiserie, du bricolage, etc. Voilà, l'activité manuelle, ça permet de changer de l'activité intellectuelle. Je pense effectivement que ça permet de reconstruire le cerveau en ouais, se reconnectant au réel et parce que ce que tu évoquais sur le switching là, qui a été pas mal étudié, le fait qu'on soit sollicité en permanence par des informations, on est bombardé d'informations, on a des notifications en permanence, etc. Ça te crame le cerveau parce qu'il y a une sorte de disconnect qui s'établit entre la vie de ton corps et la vie de ton cerveau. Et quand les deux sont plus du tout alignés sur une période de temps trop élevée, eh bien tu perds en performance intellectuelle et puis ça brûle littéralement ton cerveau. C'est une des raisons du burn-out notamment. Et donc, une activité manuelle ou sportive, c'est clair que ça permet de créer cette reconnexion. Pour autant, ça, c'est une activité que tu vas avoir peut-être le soir, etc. Enfin, les activités que tu décris. Mais concrètement, quand tu passes d'une consulte à une autre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Enfin, est-ce que tu as un rituel? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour te dire, OK, maintenant, rideau sur le patient que je viens de voir et j'ouvre un autre rideau et je repars de zéro, quoi. alors, je pense qu'il y a une partie qui est complètement inconsciente, dont j'ai pas conscience, qui me permet, en fait, le moment où je ferme la porte sur un patient, je prends 2 minutes, je dicte mon compte rendu, je suis prête à passer à un autre. Et en fait, je saurais pas te dire ce qui se passe dans le cerveau pour te permettre de dire, OK, là, c'est fini et c'est autre chose, c'est une autre tâche. Euh, Quand j'ai besoin consciemment de faire un break, je sors de la consulte et je vais dehors. Et je prends 30 secondes dehors. Je peux fumer une clope, mais je peux ne pas fumer de clope et juste prendre 30 secondes dehors. Et en fait, de changer d'espace me permet aussi voilà, de quitter le box de consul, de sortir. C'est un peu symbolique, mais ça permet de mettre une pause en fait. Donc je prends régulièrement ce genre de pause hyper courte, mais qui me permet symboliquement, quand c'est trop difficile, que j'ai besoin de prendre l'air, je le sens, je sors. Dans la majorité des situations, je n'en ai pas besoin, mais il y a une espèce de rituel qui est toujours pareil à la fin de la consulte. Je fais jamais entrer-sortir le patient
dans le même mouvement de porte. Ouais. Le patient suivant, je ferme la porte, je me pose 2 minutes seule dans le box où je dicte mon compte rendu, je vérifie les trucs, et ensuite je passe au suivant. Donc effectivement, et c'est peut-être un rituel que j'ai mis en place sans me rendre compte, hein, mais là je m'en rends compte en le disant, tu vois. Donc c'est intéressant Ouais, et qui me permet peut-être juste de faire un espèce de reset et de se dire ok, là c'est bon, ça repart sur autre chose, quoi. exactement. Ouais, il y a des gestes ou des choses qui font que tu matérialises le fait que, ok, tu refermes une porte avant d'en ouvrir une autre, Ouais. quoi. Ouais. Et d'ailleurs c'est marrant parce que des fois quand j'oublie, puisque ça m'arrive d'oublier de dicter un compte rendu, et de prendre ce temps d'oublier de dicter un compte rendu, voilà, et que ma secrétaire me dit t'as pas dicté le compte rendu de Monsieur Machin et qu'on est 5 patients plus tard, je suis incapable de revenir sur ce qui s'est passé. Je sais plus. Ah oui. Alors que c'était 2 heures avant et que c'est un compte rendu de consul, ça prend 30 secondes à dicter et je suis incapable parce qu'en fait je passe à autre chose. Et quand tu Et oublies, donc quand ouais. tu oublies, tu constates que du coup t'es moins, tu pars moins d'une ardoise blanche, on va dire, sur le patient suivant ou pas nécessairement? Bah, en fait, quand j'oublie, c'est que c'est que la consultation a été problématique. Il y a eu, enfin, les choses sont pas faites dans l'ordre normal, et donc j'ai pas mon rituel normal. Il y a eu soit une urgence, soit un truc que j'ai dû gérer en urgence ou quelque chose. Et donc en fait, le truc déraille, quoi. Ouais. Et souvent à ce moment-là, j'oublie de dicter, et 2 heures plus tard, je suis incapable de redicter. Ouais, Donc c'est assez, ouais, c'est probablement. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est en le racontant que je réalise. ouais, ouais, non mais Ouais, c'est intéressant. Donc je retiens donc les deux aspects, à la fois avoir une activité structurante en dehors du boulot ouais, qui te permet d'être dans le flow, c'est-à-dire une espèce de d'activité où tu n'as plus conscience du temps qui passe, en gros. ouais, c'est ça. Et puis ensuite au quotidien entre deux tâches, matérialiser ou ritualiser le passage d'une tâche à une autre pour que ton Ouais, cerveau comprenne bien ouais, que tu qui aide cliques et vachement. que ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors sur ton parcours, moi il y a alors, on l'a un peu évoqué, mais pas frontalement. Donc moi je voudrais le traiter, mais euh, alors peut-être que je me projette trop, mais comment on peut se dire que on va prendre un job où en gros tu vas passer tes journées à l'hosto. Personne n'aime l'hôpital, tu vois. Enfin, genre, mais toi, alors, enfin, toi, les personnels soignants, tu vois, pour moi, c'est un énorme mystère, quoi. Mais je déteste l'hôpital, l'odeur de l'hôpital, la vue de l'hôpital, et il y en a qui se disent ah bah ouais c'est cool, je vais y passer mes journées moi. Alors Ouais. c'est ça tu vois, pour moi c'est très contre-intuitif. Hein. Et d'ailleurs ça m'inquiète presque parce que je me dis si tout le monde est comme moi, la pénurie de personnel soignant elle va être compliquée enfin, à gérer. Ouais, ça. Et toi t'as été un cran plus loin. Tu t'es dit, oh bah non seulement je vais passer mes journées à l'hosto, mais en plus, je vais voir que des patients dont on sait que il y aura pas de rémission à proprement parler, quoi. Alors, je dirais comment tout ça, ça s'est fait. Il y a eu, initialement, je l'ai vécu comme pas mal de hasard et de rencontres. Moi, je commence médecine, je veux être médecin, je veux rendre service. J'ai aucune idée de la spécialité que je veux faire. L'idée, c'est de soigner, quoi. Et puis, bah, au cours des études de médecine, on passe dans différents stages, dans différents services pour découvrir les différentes spécialités. Moi, j'arrivais au moment de la fin de ce qu'on appelle l'externat, qui est la première partie des études de médecine, où on va ensuite décider de la spécialité après le concours de l'internat. Donc, il fallait vraiment que je me décide, quoi. Ça devenait un peu urgent. Et puis, complètement par hasard, parce que les stages étaient tirés au sort dans la fac où j'étais, je me retrouve dans un service d'oncologie médicale. Service d'oncologie médicale où il y avait que de l'oncologie digestive. Donc, ouais, côlon, pancréas, estomac, essentiellement maladies extrêmement graves. Et en fait, bon, je vois que je vais arriver en oncologie. En fait, je me dis dans ma tête, ça va être horrible, quoi. Ouais. Ça va être horrible. Bon, déjà, ça me rassure sur le fait que à Voilà, la base, c'était comme tout le monde, donc. exactement. Je me dis, ça va être terrible, ça va être un stage horrible. Et j'arrive, et puis c'est le premier jour, et puis quand on est étudiant en médecine, on fait la visite le matin, donc on passe de chambre en chambre, on voit tous les patients et tout ça. Donc je fais la visite avec une interne, donc un médecin en formation, une fille extraordinaire, c'était son premier jour aussi. On fait la visite ensemble, on termine à 15 heures, avec 3 heures de retard sur le planning. Enfin, on voit que des situations extrêmement complexes et difficiles, et puis je rentre chez moi et je me dis, ok, c'est fini, c'est ça que je veux faire. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette matinée? Bah, ce qui s'est passé pendant cette matinée, c'est que j'ai vu une maladie qui m'a vachement touchée. J'ai vu une maladie grave. J'ai vu un médecin qui s'en occupait comme j'avais envie de m'occuper des gens. Donc c'est là encore en fait des décisions
je dirais, des décisions de carrière qui sont énormément basées sur des modèles qu'on va rencontrer, des gens qu'on va voir et qui vont tout d'un coup représenter ce qu'on a envie de faire et on a envie de faire comme eux. Et cette interne était juste exceptionnelle. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui prenait soin des gens comme j'aurais eu envie de prendre soin des gens, avec une maladie qui m'a parlé parce qu'elle était proche de la mort, elle était dans le vrai, on avait des discussions qui étaient des discussions qui étaient hyper, je dirais, hyper fortes dès le premier contact avec le patient. Je me suis rendu compte de ça en une matinée. Et le lendemain, je suis revenue en stage et je lui ai dit, écoute, je vais te suivre pendant les 3 mois parce que moi, c'est ça que je veux faire maintenant, je le sais. Et 3 mois plus tard, j'ai passé le concours de l'internat et j'ai choisi du coup oncologie médicale. Et ce qui est marrant, c'est que je suis revenue ensuite après dans ce service qui m'avait beaucoup marqué en tant qu'interne, donc en tant que jeune médecin. Euh, ça a été ma première rencontre avec l'oncologie digestive et j'ai continué à en faire après parce que ça a été mon premier coup de cœur. Voilà. Donc ça a été, je dirais, un choix qui a été évident quand je suis rentrée chez moi et en même temps qui est complexe parce que il repose sur voilà, une personne qui m'a donné envie de faire ce job. Il repose sur un service où il y avait des gens bienveillants et qui m'ont donné envie de travailler à cet endroit-là. Je serais peut-être passée dans un autre service avec d'autres médecins. J'aurais peut-être pas du tout fait ce choix-là. Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup, à la fois professionnellement, humainement. Je pense que c'est le côté humain qui m'a le plus envie en fait. Donc, Et c'était probablement, ça m'évoque plein de trucs, ouais. C'est probablement lié au fait que ça correspondait à la figure du médecin tel que tu l'aurais souhaité ou du médecin idéal que tu avais peut-être aussi rencontré d'ailleurs quand toi-même t'as passé ces mois à l'hôpital. Et ça m'évoque la phrase qu'un copain m'a dit il y a quelques semaines de ça. Il m'a dit il faut pas se poser la question de savoir ce qu'on veut être, mais il faut se demander qui on veut être ou qui on veut devenir, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est très juste d'une part, et c'est assez profond, en tout cas utile, tu vois, la question du discernement de sa vocation. Alors, je sais pas si la vocation en tant que telle, c'est quelque chose qui existe vraiment, euh, mais c'est dur, notamment quand on est jeune, de savoir ce qu'on veut faire. Moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire faire des choix, bon, compliqués, tu vois. Et donc, se poser la question non pas sous l'angle qu'est-ce que je veux faire, mais qui j'ai envie de devenir, effectivement, c'est un truc important. Et alors, ouais, tout à fait. l'autre truc probablement, enfin en tout cas en t'écoutant que je me dis, c'est cette matinée que t'as passée, finalement tu t'es dit, ok, mais là en fait, ouais, c'est un peu ce que t'as dit, je suis dans le vrai, c'est-à-dire que je suis utile en fait. Je traite des sujets qui méritent d'être traités, quoi. Tu vois, ma vie a un sens, quoi. En fait, tout d'un coup, cette matinée-là, quand j'y repense, en fait, j'ai eu l'impression que toutes les cases, elles arrivaient à s'imbriquer les unes dans les autres, que jusqu'ici, j'avais appris la médecine par morceaux, et puis j'essayais de lui trouver un sens, mais que j'avais un petit peu de mal à voir comment j'allais pouvoir réussir à imbriquer les choses et à construire quelque chose. Et cette matinée-là, j'ai vu à la fois de la science, de la technique, parce que c'est complexe. Il faut prescrire des médicaments qui sont complexes. Il faut s'occuper de maladies complexes. Donc, il y a un côté très médical et très, très technique. Euh, et tout d'un coup, le côté relationnel qui a éclaté pour moi et qui a pris du sens, que j'avais jamais vraiment vu de cette façon-là en médecine. Et le côté humain de se dire bah ok on s'occupe de gens dans leur globalité. Les gens qui étaient hospitalisés dans le service c'était des gens qui étaient essentiellement des gens en fin de vie, donc on peut se dire c'est juste horrible. En fait non, je me suis rendu compte qu'on apportait énormément même dans ces situations enfin des situations qu'en soi qui sont désespérées, des situations où on sait qu'on ne guérira pas les patients, mais que finalement le guérir n'était pas forcément la seule chose qu'un médecin devait savoir faire. Et donc, moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Je sais que je guéris pas mes patients, mais je sais qu'on peut réussir beaucoup de choses en dehors de la guérison et qu'on peut réussir beaucoup de choses même en accompagnant vers la mort. Et donc ça, et qu'on est et cette proximité avec la mort, elle crée un lien qui est extrêmement particulier, qui est extrêmement fort et qui m'a vraiment, voilà, qui m'est apparu ce jour-là et que depuis j'ai vraiment tout fait euh, pour continuer, vraiment pour garder les endroits où je me suis plu à l'hôpital, c'est toujours les endroits où on a respecté ça. Le jour où on me dira ton boulot c'est juste de prescrire des chimios, j'arrêterai. Ça m'intéressera plus. Voilà. Mais c'est précisément ça en fait qui, je pense, fait peur à beaucoup de gens. C'est-à-dire
Et dans tous les métiers, alors fortiori dans le tien, mais c'est l'investissement émotionnel, tu vois. Moi, j'ai travaillé un peu au Royaume-Uni, tu vois, et j'avais été frappé du changement, enfin de la différence de culture entre la France et le Royaume-Uni. En France, business is business, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que tu cloisonnes vachement vie perso, vie privée. Au Royaume-Uni, en tout cas dans l'expérience que j'en ai eue, les frontières étaient beaucoup plus ouvertes que ça. Il y a des événements avec la famille, il y a enfin tu vois, on sort entre collègues vachement plus le soir qu'en France. Et moi, ma première réaction par rapport à ça, c'était de dire non mais on n'est pas copains, on est collègues, tu vois. Enfin genre et cet attachement émotionnel, en fait. On y répugne, je pense, dans beaucoup de configurations, mais encore plus quand on sait que cette empathie va être lourde à porter, quoi. Mm. Et ça fait peur. Comment tu t'es pas dit à un moment, non, mais en fait, tous ces drames individuels, tous ces drames humains, familiaux, etc. Enfin, en fait, j'ai pas la force de les porter, quoi. Alors, je pense que j'ai choisi ce métier-là parce que je me suis sentie beaucoup de force à ce niveau-là. Alors ça, c'est très personnel. Je pense que tout le monde n'a pas la même envie. Je pense que j'ai des collègues qui font des maladies qui sont guérissables dans 99,9% des cas. Moi, j'ai choisi des maladies qui sont quasiment jamais guérissables, mais euh, je dirais que euh, j'ai réussi voilà, à me dire que j'avais envie de faire ça. C'est vraiment un choix personnel. C'est pas quelque chose que j'ai subi, c'est pas quelque chose où je me suis dit, ah, je vais pas y arriver, on me l'impose. C'est quelque chose que j'ai choisi. Et comme je disais tout à l'heure, le jour où on me dira, tu peux plus le faire, ou tu n'as plus le temps, ou je te mets des consultes de 10 minutes, en 10 minutes, il faut que tu aies fini et tout ça, moi j'arrête. J'arrête parce que je sais ce que j'aime dans ce métier-là. Ouais, Euh, ap- tu t'es pas dit l'idéal c'est Mère Teresa entre guillemets et je m'impose, je me flagelle, je me fouette en allant au devant de trucs qui vont me faire chier, mais c'est parce que c'est dans la souffrance qu'on s'accomplit. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce qu'en fait, je pense que les plus belles rencontres que j'ai eues, les plus beaux témoignages de patients, les moments où j'ai eu plus l'impression d'être utile et que mon métier avait un sens, c'est dans des histoires qui se sont très mal finies, où il y a eu de la souffrance, où il y a eu des drames, où il y a eu des choses, mais où j'ai eu vraiment l'impression d'avoir été utile et d'avoir apporté quelque chose. Et donc, ce que je veux dire, ça paraît fou, mais on peut s'accomplir dans le décès. On peut s'accomplir dans la mort et avoir l'impression de faire super bien son boulot. Et moi, j'ai eu les moments qui m'ont le plus personnellement à la fois marqué parce que effectivement, c'est des drames et que c'est très difficile et que il m'arrivait d'aller à des enterrements de patients où j'ai eu du mal à m'en remettre ou des choses où j'ai probablement pas mis assez de distance, je me suis pas assez protégée, des choses comme ça. Mais je pense aussi que quelque part, je reçois beaucoup. Je donne beaucoup, mais je reçois énormément. Les témoignages de patients, les témoignages de famille, c'est des choses. On se nourrit de ça aussi, on grandit beaucoup de ça. Les patients donnent énormément. Donc, oui, je donne beaucoup d'émotionnel, d'empathie, de choses, mais la relation, elle va dans les deux sens. Et enfin, tous les jours, moi, où je sors de consulte, j'ai énormément appris aussi. J'ai beaucoup donné, mais enfin, j'ai énormément appris. Les gens sont des gens formidables alors, c'est comme partout, hein, on rencontre des connards, hein, je veux dire, ça c'est voilà, mais on rencontre aussi des gens super et des gens qui donnent beaucoup. Et je pense que c'est vraiment des relations qu'on construit à deux, donc ça va pas juste dans un sens et que c'est ça qui est formidable, quoi. Et alors Donc du coup enfin tu vois, si c'est pas la guérison, c'est quoi la mesure du succès entre guillemets pour toi? Et d'ailleurs, est-ce qu'en fait, tu vois, c'est une question presque philosophique, mais est-ce qu'il faut parler de succès en fait? Est-ce que ça a même du sens, tu vois, de parler de succès ou bah non, en fait, c'est plus simple que ça, tu vois? c'est vrai que le terme succès, il paraît fou, quoi. Quand on dit succès, alors que ça se termine par la mort, je veux dire, ça paraît complètement fou. Et pour autant, je te dis, j'ai vraiment eu l'impression de réussir, entre guillemets, en tout cas d'apporter quelque chose et de faire en sorte que les choses se passent bien dans des contextes de fin de vie où on se dit bah c'est super, il voulait mourir à la maison comme si, il est mort comme si à la maison, sans douleur comme il fallait, comme il voulait, tout a été comme on le souhaitait, ça aurait pas pu être mieux, ça aurait pas pu mieux se passer et des familles qui nous disent ça aurait pas pu mieux se passer. Des situations d'apaisement, des situations où tout le monde est prêt et où finalement les choses se font
naturellement et bien sûr que la mort est toujours triste, mais j'ai vu aussi des situations où finalement il y avait une espèce de soulagement de toutes des familles ou même des patients parce qu'on avait anticipé les choses, parce qu'on avait préparé les choses, qu'on collait à ce que les gens souhaitaient. Et ça peut être de la réussite, même si effectivement c'est la mort qui est au bout, mais voilà. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre le moment où nous on les prend en charge au début et puis le moment où il y a la mort, il s'est passé tout un laps de temps où en fait les gens ont eu le temps de faire plein de choses. Et donc moi c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est ce temps-là aussi. Et moi quand je les rencontre, je leur demande voilà, ce qu'ils ont envie, quels sont leurs objectifs dans la vie, leurs projets. Il ne faut pas que la vie s'arrête à la maladie. Et donc, notre but en tant que médecin, c'est de les aider à accomplir ces projets-là. Et quand j'ai des patients qui m'envoient des photos de eux dans l'eau, à l'autre bout de la terre, alors qu'ils sont en cours de chimiothérapie, puis qu'on a réussi à caler les chimios pour qu'ils puissent partir, enfin voilà, et qui nous envoient et qui t'envoient une photo, une carte postale en disant qu'ils se baignent et que ils ont accompli le rêve de leur vie. En fait, ouais, t'as un sentiment de réussite parce que tu te dis que tu as rendu le truc possible. Et ça c'est super chouette, quoi. Donc, il y a la mort, mais il y a tout ce qui se passe avant et qui peut être vraiment incroyable. Des gens qui se marient, il y a des gens qui ont des enfants, il y a plein de Ah choses qui oui. se passent. Ouais. Et alors, dans le cas de, enfin, tu dois avoir quand même, enfin, je sais pas, je suppose la majorité des patients qui en fait refusent la mort, non? Enfin, elle est inéluctable, elle est là, mais en fait, une sorte de refus absolu ou de sentiment d'injustice. Comment comment on traite ça? Enfin, tu vois, enfin, parce que ça serait quoi la mesure de la réussite pour toi face à un patient comme ça? Alors, il y a deux choses. Je dirais déjà que en fait, c'est pas une majorité de patients qui refusent la mort et qui vont avoir un espèce vraiment de refus d'en parler, refus de l'évoquer. Ça, finalement, c'est une minorité de patients. Et ça dépend beaucoup de comment on a exposé les choses au début. Pour moi, la première fois que je rencontre un patient, c'est majeur parce que je vais leur dire quels sont les objectifs. Je vais leur dire ce qu'on va faire et en gros la route qu'on va faire. Et donc très souvent, je leur dis dès la première fois que je les rencontre qu'on les guérira pas. Je leur dis l'objectif, il faut pas que ce soit la guérison parce que si on part avec qu'on n'a pas le bon objectif ensemble, il faut qu'on fasse équipe, il faut qu'on ait les mêmes objectifs. Donc là, l'objectif, c'est que vous alliez mieux. L'objectif, c'est que votre prochain scanner, je vous dise que ça va mieux. Voilà, l'objectif, c'est ça. Et puis, ensuite, il y a quelques patients qui sont effectivement très très opposés à la mort. C'est impossible d'en parler, c'est impossible d'anticiper des choses. Parce que finalement, quand on peut en parler, on anticipe et les choses se passent bien parce qu'on sait ce que les patients veulent. La difficulté, c'est quand on ne peut pas anticiper. Et là, on a la chance à Curie, mais dans d'autres hôpitaux aussi, hein, d'avoir ce qu'on appelle des équipes de soins palliatifs, qui sont des professionnels qui font que du soin palliatif et qui sont globalement dédiés un petit peu à ces situations difficiles, et pas uniquement à celles-là, mais en particulier dans ces situations-là. Moi, j'ai des collègues extraordinaires avec qui je travaille toujours pour les situations de fin de vie, parce que j'estime que je ne suis pas une professionnelle de ça et qu'il y a des professionnels de ça. Et donc, c'est des médecins qui vont pouvoir justement mettre des mots comme il faut au bon moment et puis dans les situations vraiment difficiles, bah, pouvoir s'entourer d'autres équipes et éventuellement pouvoir savoir transférer les patients dans d'autres secteurs, d'autres équipes de soins, s'appuyer sur la famille. Donc il y a beaucoup de moyens. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces situations d'opposition farouche à la mort, elles sont très rares. Elles sont très rares quand on a eu le temps en amont d'expliquer les objectifs, d'expliquer que la mort n'est pas un échec, et d'expliquer que on sera là tout du long de toute façon, et de dédramatiser ça en fait. Voilà. Ça m'intéresse alors, ça risque de sonner un petit peu cynique, tu vois, mais euh, ça m'intéresse dans le sens où la relation à l'autre, c'est quelque chose qui est fondamental dans tout parcours professionnel, personnel, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, t'es sur un putain de sujet et sur lequel on imagine sans peine que les gens peuvent être effectivement très bloqués sur telle ou telle perception ou tel mindset, voilà. Et ton objectif, c'est de changer ça en fait. Est-ce que tu aurais un exemple, tu vois, à nous donner où tu as été particulièrement satisfaite de la manière dont tu as procédé pour faire changer justement cet état d'esprit de ton patient? Ouais. Alors j'ai un exemple. Ah, chouette. J'ai un exemple qui me vient immédiatement. D'un patient donc, que j'ai pris en charge pour une maladie gravissime qui arrivait dans une situation
où clairement il n'y avait plus de traitement à lui proposer, où on était dans une situation de fin de vie avec un pronostic vital qui était engagé rapidement. Et le patient était un farouche militant de l'association au droit de mourir dans la dignité. Mhm. Donc la DMD, donc c'est le patient L'euthanasie. qui demande l'euthanasie en Ouais. fait, qui demande l'euthanasie immédiatement maintenant, tout de suite. Or, on ne fait pas ça en France. On ne fait pas d'euthanasie active. On a des lois qui nous permettent d'accompagner les patients, de soulager des symptômes, éventuellement en sédatant les patients, mais on n'injecte pas de médicaments qui induisent la mort, quoi. Mhm. En tout cas, pour objectif d'induire la mort. Et donc, ce patient est arrivé en disant, moi, c'est maintenant. Vous m'injectez maintenant, tout de suite. Voilà. Et c'était un patient qui était médecin Ah oui. aussi, donc Ouais. qui avait un poids. Hein, voilà. Et en fait, on a pris du temps avec donc mes collègues de l'équipe de soins palliatifs et moi-même. On a passé beaucoup de temps à discuter avec lui. Et on lui a dit laissez-nous 24 heures. Laissez-nous 24 heures. On pense que la demande, elle vient du fait que vous êtes inconfortable. Et donc laissez-nous 24 heures. On va essayer de soulager vos symptômes. Et 24 heures plus tard, on est revenu et le patient était dans un état de béatitude absolue en disant qu'il avait jamais été aussi bien de sa vie, qu'il voulait voir toute sa famille, tous ses trucs, il voulait faire plein de trucs, il avait un projet d'écrire un bouquin. Et voilà. Il est resté 2 mois dans le service, il a refusé de partir. Et en fait, il m'a dit juste avant on lui avait proposé d'être transféré dans une unité de soins palliatifs qui aurait été plus adaptée que l'unité d'Institut Curie, mais il n'a pas voulu. Et je l'ai vu quelques jours avant sa mort, il m'a dit qu'il avait découvert ce que c'était que les soins palliatifs et qu'il avait découvert enfin, ce que ça pouvait apporter. Et il est mort paisiblement chez nous. Tout le monde c'était incroyable. C'était incroyable alors qu'il nous réclamait ça. Il nous réclamait le décès tout de suite maintenant, puis il a eu 2 mois. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est 2 mois pour rien, c'est 2 mois de souffrance. En fait, il a eu 2 mois où il a pu faire plein de choses, soulager, et où en fait, on s'est dit, ok, c'est bien, on a réussi cette fin de vie parce qu'on a réussi à enlever des croyances sur euh, voilà, cette période de phase terminale qui est extrêmement anxiogène, hein, je pense que voilà. Et les patients qui demandent l'euthanasie sont souvent des patients en fait qui sont dans la souffrance. Et donc quand on veut mourir tout de suite, c'est que soit on est très mal, soit psychologiquement, soit physiquement. Et donc quand on arrive un petit peu à soulager ça, bah, finalement il n'y a pas un jour qui soit pas beau, quoi. Donc les gens le prennent. Et je pense que ça a été un exemple où on s'est tous, toute l'équipe, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, tous, on a eu vraiment l'impression d'avoir réussi le truc, quoi. Mais Et pourtant, c'était la mort au bout. ouais, 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 ouais. Non, ça serait matière à beaucoup de discussions sur justement le rapport à la mort, etc. Mais bon, l'objectif de ce podcast, enfin voilà, c'est pas encore un podcast philosophique, mais ce que je regrette, parce que tu vois, là, je me dis, on va passer 2 heures et puis on va rentrer dans certaines questions. Mais l'un des trucs qui me questionne quand même dans cette anecdote que tu racontes, c'est il y a effectivement, tu l'as bien dit, il y a une souffrance physique et il y a une souffrance psychologique, et les deux sont liés, mais pas totalement liés, quoi. Voilà, ouais. Ouais, pas toujours. Donc pas toujours. là, on comprend bien dans l'anecdote que tu racontes, dans l'histoire que tu racontes, voilà, le travail qui a été fait pour réduire la souffrance physique, mais cette souffrance psychologique, comment vous en êtes, enfin, comment vous en êtes venu à bout? Il y a des C'est très variable. Je pense que la souffrance psychologique, très souvent, elle vient en premier. Enfin, elle peut venir de la souffrance physique directement. Comme tu l'as dit, elles sont très intimement liées. Mais il y a aussi des souffrances psychologiques un peu nues, hein, qui sont seules, sans qu'il y ait de souffrance physique. Il y a des fois où, en étant là, en parlant, en rassurant, moi, je passe beaucoup de temps à ça. Il y a des équipes qui sont formidables pour faire ça. Et encore une fois, c'est du travail d'équipe de tout le monde, des soignants aux aides-soignants, aux paramédicaux, aux psychologues, aux unités de soins palliatifs. Il y a toute une équipe dans ce type de situation-là. Euh, il y a des médicaments qui aident aussi à apaiser la souffrance psychique. On utilise des anxiolytiques, on utilise de la morphine, on utilise des médicaments qui apaisent qui diminuent un peu l'état de vigilance et qui permettent d'apaiser et qui aident beaucoup dans ces situations-là parce qu'elles permettent aux patients de dormir, elles permettent de se reposer alors que c'est souvent des situations d'insomnie, de cauchemar, et finalement dormir, ça fait beaucoup beaucoup de bien. Donc les médicaments aident aussi. Et puis je pense qu'il y a un autre rôle qui est celui des aidants. Des patients. On sait qu'il y a beaucoup plus les patients qui sont très bien entourés, qui ont du monde autour d'eux, avec des gens qui vont être extrêmement présents et qui vont
qui vont nous aider, finalement vont être beaucoup plus sereins que des patients qui vont être seuls ou avec des aidants qui au contraire sont pas très aidants, quoi. Voilà. Et donc le rôle de l'entourage, il est majeur. Ça, on peut pas le décider, c'est pas nous qui le décidons, on n'a pas les cartes en main là-dessus. Mais par contre, on l'identifie assez vite. Et quand on voit qu'il y a des situations vulnérables où la famille n'est pas fiable, l'entourage n'est pas fiable, on sait que globalement, on ne pourra pas résoudre tous les problèmes nous-mêmes. Et très souvent, c'est des situations qui vont nécessiter des hospitalisations dans des unités de soins palliatifs, où là encore, l'offre de soins et la qualité des soins dans ces situations-là, elle est encore plus forte, elle est exceptionnelle. Donc très souvent, on passe la main dans ces situations-là. Et il vous arrive de vous appuyer sur les aidants lorsque vous les rencontrez, qui sont présents, etc. Ouais, tout à fait. Moi, je Ouais. demande toujours aux patients de venir accompagner. Je pense que c'est tellement lourd ce qu'on annonce, c'est tellement. Et puis, je pense que de toute façon, il y a beaucoup trop d'informations dans nos consultations que c'est impossible pour les patients de tout entendre. Et puis, à un moment, de toute façon, ils ont une espèce de blackout complet où ils n'entendent plus les choses, hein. Ouais. Et donc, venir à plusieurs. Donc, moi, je m'appuie beaucoup sur les aidants. Et c'est pour ça que la période du Covid a été particulièrement difficile, parce qu'il n'y avait plus droit aux accompagnants. Et ça, on n'en a pas parlé. C'est quelque chose qui est resté un tabou complet. Mais à l'hôpital, les gens ont continué de venir pour soigner leur cancer, bien sûr. On n'a pas arrêté les soins pour le cancer, mais tout d'un coup, ils se sont retrouvés seuls en consultation. Et moi, j'ai vu les ravages que ça a fait, hein, et les difficultés que ça a été beaucoup plus compliqué pendant toute cette période où les patients ne pouvaient plus venir accompagner. Parce que justement, il n'y avait plus la double écoute et ce rôle de l'entourage qui est majeur et qui est apparu encore plus majeur pendant cette période-là. Alors, ouais, et qui est quelque chose qu'on... Alors, excuse-moi, hein, j'essaye de faire aussi la transposition pour voir dans d'autres situations Bien sûr. ce qu'on peut en retirer, mais c'est vrai que ouais, face à une situation où on a une personne qu'il s'agit de convaincre à un moment ou à un autre, on a tendance finalement à fermer un petit peu les œillères et à oublier le rôle de l'entourage, Ouais. des jeux à trois bandes, etc. Et de ce point de vue-là, effectivement, je pense que c'est là aussi une leçon à en retirer. Alors, Ouais, c'est majeur. je voudrais terminer sur quelque chose peut-être de moins beau, mais peut-être aussi de plus léger. Désolée, j'ai plombé Non, le mais truc, non, là, mais non, c'est pour ça que je t'invitais et je te remercie. Non, c'est vraiment, franchement, c'est une vraie plongée. Enfin, c'est incroyablement riche. Mais ces stratégies relationnelles que tu développes avec tes patients, tu t'es rendu compte à un moment ou à un autre que tu les utilisais en dehors du boulot aussi ou pas? Ah la vache. C'est super difficile de répondre à cette question. Est-ce que j'utilise ça? Je pense un petit peu, ouais. Je pense que ça déborde, en fait, c'est obligatoire, parce qu'en fait, ça fait partie de moi, quoi. Donc oui, bien sûr. En fait, oui, ça fait partie de moi, donc je pense que je suis quelqu'un comme ça, où j'aime pas être dans le faux, je suis tout de suite dans un truc qui est intense, quoi. Et alors, Ouais. du coup, parce qu'en fait, le mot-clé, c'est l'empathie, hein, je Ouais. pense. Mais si tu avais peut-être un conseil à donner, alors je vais pas dire à un collègue médecin qui en manquerait, tu vois, j'ai pas envie de te mettre mal, mais de manière générale, lorsqu'on manque d'empathie, il y a un truc qu'on peut faire pour s'améliorer? Je pense qu'il faut se rappeler que tout seul, on n'est pas grand-chose, quoi. En fait, que notre vie, c'est à travers les autres. Moi, je l'ai compris assez tôt, de par mon histoire de vie, mais ça me paraît tellement évident aujourd'hui voilà, que tout seul, finalement, on fait rien, quoi. Et que, tu vois, je suis ravie d'échanger avec toi. Je suis ravie si ce témoignage, il peut un petit peu apporter mon opinion par rapport à ça, mais ça paraît tellement bateau ce que je vais dire, mais j'y crois tellement fort que voilà, enfin, c'est tellement plus riche quand on est ensemble, quoi. Ce qu'on peut faire seul, c'est rien. Par contre, à plusieurs, on fait des trucs super. Moi, tous mes choix, tous les trucs les plus intenses de ma vie, ça a été avec des gens, quoi. Ouais. Ça n'a pas été des trucs seuls. Donc voilà, je dirais ça, et je dirais du coup, c'est bien de faire attention à soi, mais faire attention à soi, ça passe par faire attention aux autres, et quelque part, ça revient en ricochet, et ça fait du bien aussi à soi. Donc tout ça, c'est une espèce De de cercle cercle vertueux. vertueux. Ouais. Ouais, tout à fait. Écoute, c'est une super conclusion. Merci beaucoup. Ouais. Enfin, pour le coup, alors j'abonde évidemment dans ton sens et au-delà effectivement de l'aspect
tarte à la crème. On l'a un peu évoqué d'ailleurs au cours de la conversation, mais le génie insupportable, ça marche pas en fait. Enfin voilà, si tu veux aller loin, et tu vois, si là encore, de manière un peu cynique et utilitariste, mais c'est la capacité à développer un réseau. La capacité à développer un réseau est quelque chose de fondamental, me semble-t-il, dans la réussite ou dans l'accomplissement de sa vie. Et il n'y a pas d'authentique développement de réseau si ça ne passe pas par une authentique empathie et un authentique intérêt à l'autre. Donc je pense que de ce point de vue-là, ton témoignage est incroyablement fort et tellement ancré dans des trucs lourds, graves et importants que ça lui donne beaucoup de force. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Sarah. Et puis, écoute, j'espère que ce témoignage en inspirera beaucoup pour mener leur vie sabre clair. Salut, Sarah. Salut Christophe. Bon, cool. Merci beaucoup. Attends, je vais arrêter. Super, écoute, j'espère que ça... Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre Clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie sabre clair.